Nous avons demandé à Madame Pascale Blanc, coordonnatrice de la vitrine Technologie Éducation, de nous parler des enjeux liés à la protection des données et de la vie privée dans le domaine de l'analyse de l'apprentissage. Madame Blanc cumule plus de 20 ans d'expérience en technologie de l'information et des communications dans plusieurs domaines et particulièrement en éducation. La veille technologique, le soutien, l'observation et le partage de pratiques technopédagogiques innovantes, ainsi que la promotion de la technopédagogie et des ressources éducatives libres sont des activités qui lui tiennent à cœur. Pascal, on pourrait passer à la présentation sur le défi de la protection des données et de la vie privée, un incontournable. Sans blague. Donc, Pascal va nous parler de la protection des données, de l'enjeu de la vie privée, parce que pas en collectant des données sur l'analyse de l'apprentissage, ben, la question se pose. On a pu faire 3 heures là-dessus. Cela dit, on a demandé à Pascal de nous faire un résumé d'une quinzaine de minutes. Qui va nous permettre de se familiariser avec l'idée et les perspectives là, de la protection de la vie privée. Et vous allez voir, il y a plusieurs ressources dans la présentation. La présentation va être disponible après dans le Moodle. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y aura possibilité d'explorer. Pascal, je te laisse le micro pour les 15 prochaines minutes. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter cette portion-là. Mais merci, Séverine. OK. Donc, en fait, j'ai parlé effectivement de la protection des données personnelles et de la vie privée quand on parle d'analyse d'apprentissage, mais ça sera finalement beaucoup plus dans tout ce dont on parle aujourd'hui avec tout le côté plus des modèles prédictifs, puisqu'on voit sinon qu'on peut déjà avoir des gains très intéressants. Là, le tableau de bord montré par les personnes de Dawson, les professeurs de Dawson, coordonnateurs de Dawson tout à l'heure le montrent. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on voit que rien qu'au niveau déjà d'analyse descriptive, on peut avoir des résultats et puis des pistes d'orientation pour améliorer finalement l'enseignement et les programmes. Donc, le cadre de ma présentation va être plus pour avoir une certaine conscientisation là quand on parle de toutes ces données et qu'effectivement, comme on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle à l'heure actuelle et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, l'idée est vraiment de dire quand on va vouloir faire plus d'analyse prédictive ou autre, mais d'avoir vraiment en conscience finalement et en responsabilité, qu'est-ce qu'on touche, quelles données on touche, quel traitement on fait dessus pour s'assurer justement qu'il n'y aura pas de dérapage. Donc, le tout début de ma présentation est plus de dire justement qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle un peu dans toutes ces données où il y en a partout, 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 et quels sont effectivement parfois des exemples néfastes, on va dire, par rapport justement au respect de la vie privée et puis à la protection des données personnelles. Et puis après, on fera un lien avec, avec l'éducation pour voir là aussi quel encadrement on a besoin pour justement être en mesure de tirer vraiment profit des données sans nuire potentiellement aux individus. Donc, en gros, actuellement, finalement, c'est des choses que vous savez certainement, là, qui récapitulent un petit peu les défis actuels de notre société numérique. Beaucoup de choses partent maintenant en info nuagique, c'est-à-dire on est en train de changer de modèle où, par rapport aux organisations, les données ne seront plus nécessairement hébergées en local, mais elles seront hébergées dans le nuage. Et à ce moment-là, potentiellement, par des grands acteurs du nuage qui sont souvent des acteurs privés. Et donc là, il faut comprendre à ce moment-là, quand on a des données dans le nuage, que les lois, finalement, par rapport aux données qui sont considérées, vont être celles du lieu géographique des serveurs. Donc, c'est des choses à avoir en tête à partir du moment où on part en info nuagique, avec justement des données qui peuvent être sensibles, que si on met nos données dans le nuage, c'est les localisations des hébergeurs qui feront et qui auront donc la maîtrise des lois qui vont s'imposer sur ces données-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de GAFAM et de réseaux sociaux, donc le GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Les réseaux sociaux se développent de plus en plus, donc ça veut dire qu'on est dans un contexte aujourd'hui où justement ces données sont collectées à une vitesse exponentielle et on a vu déjà, on le voit
même assez régulièrement dans les journaux que il y a parfois des bugs qui fait que ces données en fait sont hackées ou il y a des failles de sécurité. Donc la dernière que j'ai en tête, mais il y en a peut-être eu certainement depuis, c'était une grosse faille au niveau de Facebook où il y a eu 50 millions de profils utilisateurs qui ont été piratés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi qu'on s'aperçoit qu'avec ces réseaux sociaux, et donc ces données collectées, il peut y avoir parfois un certain biais d'algorithme qu'on appelle entre autres profilage ou des bulles de filtre, dont je vais parler un petit peu plus, qui vont faire que parfois les informations qui reviennent aux utilisateurs sont des informations qui peuvent justement les enfermer dans des bulles et donc créer un petit peu des silos là au niveau des différents contextes de données que les citoyens du monde en fait vont recevoir. On a souvent tous des téléphones intelligents, ce qui veut donc dire qu'on est connecté constamment. On est donc, si on ne regarde pas tous les paramètres de nos téléphones, localisés constamment. Et on a énormément d'apps aussi, puisque justement, on en tire plein de services si on veut aller au restaurant, si on veut trouver sa route ou autre. Donc, également, on a maintenant des machines entre les mains qui font que, c'est ça, le nombre de données collectées dans différents domaines est vraiment en croissance. Et on arrive actuellement, justement, on le voit là, aujourd'hui, cette semaine, c'est vraiment un événement qui met Montréal sur la carte là, au niveau de l'intelligence artificielle. On a, je ne sais plus combien, peut-être 8000 personnes qui sont ici cette semaine avec une grande conférence scientifique sur l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui existait auparavant, mais justement, ce contexte d'énormes données qui arrivent et le fait que les machines soient de plus en plus puissantes font que c'est des technologies avec justement le machine learning, le deep learning qu'on va exploiter de plus en plus. Et on voit beaucoup de magazines qui en parlent, mais il faut quand même avoir conscience aujourd'hui qu'il n'y a pas encore justement une maturité totale au niveau d'analyse prédictive et que de ce fait, il faut juste éviter et réfléchir de jouer des apprentis sorciers par rapport à tout ça, puisque finalement ces machines, même si on dit qu'elles apprennent toutes seules, il faut bien en fait qu'elles soient entraînées, qu'elles ont des algorithmes, donc c'est quand même toujours au départ des programmeurs, des analystes qui vont les nourrir. Donc, par rapport à ces différents volets justement de l'évolution là, de notre monde numérique, j'ai mis dans la slide suivante quelques noms justement que vous avez sûrement entendus, qui vont être, voilà, quand on parle de la localisation des serveurs en info nuagique, c'est le Patriot Act parce que justement la plupart, entre autres des universités canadiennes, ne souhaitaient pas être hébergés dans le nuage par des sociétés américaines comme Microsoft ou autres, parce que leurs serveurs, il y a quelque temps, étaient simplement aux États-Unis, donc les données auraient été soumises au Patriot Act, qui est donc une des lois américaines. Aujourd'hui, de façon générale, tous les grands joueurs vont avoir des hébergements locaux dans les pays qui les utilisent, donc suivraient les données, donc suivraient les lois de protection des données personnelles du pays. Cambridge Analytica, c'était donc ce scandale qui a eu lieu au moment de l'élection du président de pays voisin là, des États-Unis. C'est donc une firme anglaise qui, justement, par le fait d'avoir eu beaucoup de profils de Facebook, a pu, donc d'une certaine façon, envoyer aux électeurs indécis des messages qui ne mettaient pas en valeur Hillary Clinton et qui potentiellement, d'après les analyses qu'on a pu voir dans les journaux, ont sûrement eu un impact sur l'élection de Donald Trump. Profilage bulle de filtre, c'est justement toute cette analyse des données qui va permettre en fait de tirer un certain nombre de profils sur des internautes et qui vont potentiellement après consacrer des informations qui leur seront données. Donc, ils peuvent être des informations pour le marketing, sur des produits, ou qui peuvent maintenant, on l'a vu aussi, être des informations plus sur des opinions politiques ou autres, et qui fait que ça peut potentiellement enfermer les internautes dans des bulles où ils vont toujours recevoir des informations en fait qui confirment leurs opinions, leurs croyances ou autres. Ils ne seront plus nécessairement exposés à d'autres. Donc, les bulles de filtre, on a appelé ça un peu des silos justement qui peuvent produire des isolements
talent intellectuel et qui fait d'une certaine façon, ce qu'on voit déjà potentiellement, par exemple, dans la presse écrite où on va acheter certains types de journal par rapport à nos opinions, ça se transforme aussi dans le monde virtuel où on aura le même type de phénomène. Compass Justice, c'est un logiciel donc utilisé aux États-Unis, mais il y en a un petit peu ailleurs aussi, qui vont également déterminer des profils qui seraient plus des gens qui ont eu des problématiques judiciaires dans le passé et qui seraient plus à surveiller, indépendamment qu'ils n'en aient plus eu depuis quelque temps ou autre. Donc, c'est un peu cette idée-là après de surveillance qu'il faut là également encadrer parce que faire partie d'un profil ne veut pas dire qu'on en a également, enfin qu'on fait toutes les actions qui potentiellement par certains acteurs de ce profil les ont eues ou autres. Et finalement, Microsoft Chatbot Tile, c'est aussi un autre exemple où il y a c'était en 2016 je pense, donc Microsoft a sorti un chatbot qui a, au fil de plusieurs semaines, pu être entraîné à avoir des tweets ou autres qui étaient racistes parce que finalement, les différents interlocuteurs du chatbot lui fournissaient toujours des informations de type discriminatoire. Et donc, après, le chatbot s'est mis aussi, lui, de façon presque autonome à avoir ce type de tweet. Donc, en fait, tout ça, c'était juste pour un peu placer le portrait. Ça ne veut pas être complètement dramatique, mais c'est juste pour dire et pour qu'on ait tous conscience du monde dans lequel on vit, où les données qui peuvent être justement d'une richesse incroyable et permettent d'avoir des pistes et des orientations magnifiques, il faut quand même donc bien toujours être conscient aussi des impacts négatifs et donc de savoir bien encadrer leur utilisation. Voilà, c'est une petite blague justement sur le fait que beaucoup de firmes maintenant ont énormément de données sur nous par rapport à justement les applications gratuites qu'on va utiliser. Et donc, elles peuvent les utiliser ou elles peuvent les vendre si dans les clauses pour lesquelles on a donné notre option, si elles demandaient l'option de consentement, on a coché OK parce qu'on voulait avoir accès aux services gratuits. L'autre petite blague aussi, c'est le fait de dire, avec justement ces données massives, Raphaël justement avait aussi donné un exemple lors de notre présentation commune, qui était que Walmart s'était aperçu que le vendredi soir, il y avait beaucoup de ventes de bières et de couches en même temps, grâce justement à l'analyse des données de vente, et avait pu par la suite établir qu'il y avait comme un profil de jeunes papas qui achetaient des bières pour voir les matchs, je ne sais plus de quel sport, et en même temps qui achetaient des couches pour leur bébé. Mais ça ne veut pas dire après que tous les gens qui vont à Walmart le vendredi soir et qui achètent des couches, ils veulent aussi acheter des bières ou inversement. Donc, cette notion de profil peut donner certaines tendances d'analyse, mais ne veut pas dire après que que ça fait justement des comportements hyper prédictifs. Donc, on va passer à l'impact que ça peut avoir justement sur l'éducation. Excusez, il y avait aussi, c'est pour ça qu'il y aura des choses à aller voir, comme j'ai vu d'ailleurs qu'il y a énormément de choses déjà qui a été mis pour les différentes étapes, donc des choses à aller voir hors de ces présentations par la suite, donc sur Moodle, 2 vidéos très intéressantes là, d'un professeur de l'UQAM et de Grenoble qui parle justement de ces notions qui deviennent de plus en plus importantes de consentement pour ces collectes de données ou de transparence des algorithmes parce que justement, on ne veut pas, d'une certaine façon aussi, utiliser des données à d'autres desseins que ceux pour lesquels le consentement a eu lieu au départ. Et actuellement, au niveau des algorithmes, il y a beaucoup d'essais où on fait des hypothèses, on teste des formules mathématiques, et parfois finalement, il n'y a pas comme une communauté qui va être garant de ce que font les algorithmes ou autres, il peut y avoir en fait des dérapages comme j'en parlais tout à l'heure. Donc à lire après cette séance, ou à écouter plutôt après cette séance. Donc pourquoi maintenant on en parle aussi pas mal en éducation? C'est beaucoup avec les MOOC et le big data justement qui fait que l'intelligence peut être sollicitée et donc on parle beaucoup de ce phénomène. Également parce que le virage numérique est vraiment engagé dans tous les établissements d'enseignement. Maintenant, il est rare de ne pas avoir des établissements qui n'ont pas leur plateforme, leur ENA, là,
Et donc, ça veut dire que c'est vraiment devenu des systèmes, aussi bien au niveau des environnements d'apprentissage que des environnements académiques où ben, les données sont partout. Il y a également donc, beaucoup d'accès aux données par des firmes commerciales, puisque ben, justement, entre autres, si on prend des ENA en info nuagique, souvent, donc, ça sera des firmes qui vont les opérer pour nous. Lorsqu'on a des manuels numériques, ben, tous les clics, en fait, tout ce qui va se passer au niveau de toutes ces ressources numériques vont potentiellement être connus par des firmes commerciales, les logiciels éducatifs aussi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de EdTech qui se constituent, d'analyse académique ou autre. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas après des contrats clairs avec ces firmes par rapport à l'utilisation des données, ben, ça peut être problématique. Des universités californiennes s'en sont aperçues parce que justement, certains de leurs étudiants commençaient parfois à recevoir des messages pour leur proposer d'acheter certains manuels ou autres. Parce que finalement, ben, potentiellement, les firmes avaient vu que certains étudiants pouvaient être dans tel ou tel programme et peut-être avaient certaines difficultés. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui commence à exister là. Le fait qu'avant, on pensait plus au marketing au niveau des produits qu'on achète, les chaussures de sport ou autres, mais ça commence à se faire depuis quelque temps aussi sur le volet de l'éducation qui se marchandise d'une certaine façon de plus en plus. Et également, le fait d'utiliser de l'analyse prédictive sur des données sensibles, sans consentement en plus, ça peut être vraiment ben, très, très risqué, on va dire. Là, justement, il y a un exemple aussi pour une université américaine où, comme leur subventions viennent avec le fait qu'ils vont amener leurs étudiants jusqu'au bout de leur diplôme. Ils faisaient des logiciels de recrutement pour s'assurer qu'ils allaient prendre des étudiants qui iraient jusqu'au bout. Mais ça veut dire que donc ils avaient établi des profils sur le passé ou autre, ou potentiellement des étudiants plus défavorisés ou de différentes minorités ethniques allaient avoir plus de difficultés dans leurs études, et ils appliquaient ça de façon large à tout le monde, et donc ça discriminait au moment du recrutement d'étudiants, certains étudiants de certaines classes sociales. Donc, d'ailleurs, le directeur du service s'est fait licencier lorsque ça a été considéré, puisque il n'y avait pas eu d'études suffisamment sérieuses pour voir quels étaient les impacts sur les gens et la discrimination que ces méthodes et ces analyses prédictives pouvaient engendrer. Donc, l'apprentissage en ligne, donc ça peut avoir, on va passer à la diapo suivante, donc beaucoup d'intérêt. Mais effectivement, à partir du moment où on va collecter des données, il faut juste réfléchir à leur utilisation et bien encadrer cette utilisation, indiquer et partager justement ce qu'on en fait pour être sûr en fait que le côté positif de tout ça soit celui qui prédomine. Lorsqu'on parle d'analyse d'apprentissage, puis je vois que le temps tourne en fait, on parle de beaucoup, beaucoup de données. Donc, il y a effectivement les données qui sont dans les ENA, mais justement, on a, et comme le disait Michel tout à l'heure, dans les deux analytiques, l'analytique plus institutionnelle et puis plus au niveau de la classe, on a aussi donc les autres sources de données qui peuvent servir, et c'était finalement le tableau que nous montraient tout à l'heure les intervenants de Dawson. Et puis, avec toute cette connectique qu'on a maintenant, des caméras, des capteurs, il peut y en avoir partout. Donc, on sait qu'on rentre dans un monde où, avec l'Internet des objets, on va avoir de plus en plus de données qui vont être collectées. Et de ce fait, la diapo suivante va vraiment mettre en avant qu'on a un véritable défi qui est donc le respect de la vie privée, et qui donc n'est pas la sécurité en tant que telle, bien qu'elle soit là aussi, puisque quand il y a justement des failles de sécurité dans des outils qui ont beaucoup de données, ça peut aussi être problématique. Mais c'est également, ce défi touche à l'éthique de dire pourquoi on collecte des données, dans quel but, combien de temps on les garde, qui c'est qui va y avoir accès. Est-ce que si justement les utilisateurs dont on a dû demander le consentement ne sont pas d'accord, comment on réagit? Donc, il y a ces questions à se poser lorsqu'on rentre justement dans ces collections de données, donc d'autant plus puisque le monde de demain va en avoir encore plus, on va dire. Et effectivement, au niveau de l'analyse prédictive, il y a vraiment des questions complexes à se poser.
parce que finalement, quand on parle de, et puis il y a beaucoup actuellement un engouement, beaucoup d'argent mis dans toutes de ces recherches, mais c'est clair que on peut faire des profils, mais pour après vraiment en sortir des comportements, de façon générale, il faudrait plus voir tous ces outils à l'heure actuelle comme des outils d'aide à la décision qui vont permettre, et c'est justement ce qui est en train de se passer aussi là, qui vont permettre à supporter des acteurs qui ont à prendre des décisions euh, par le biais en fait d'analyse de données, mais ne pas en fait potentiellement à l'heure actuelle faire trop de routines automatiques qui pourraient, là par exemple, si on pense à des étudiants qui sont potentiellement dans des profils plus à risque, ça ne veut pas dire en fait que tous les étudiants de ce profil sont réellement à risque. Donc s'il y a trop d'automatisation, des étudiants qui ne seraient pas à risque mais appartenant à un profil à risque se verraient par exemple recevoir beaucoup de messages pour les aider dans leur apprentissage alors qu'ils n'en auraient pas besoin. Donc de façon générale, une recommandation à l'heure actuelle serait plutôt d'utiliser donc ces outils comme des outils d'aide à la décision, mais pas comme des outils où on va automatiser beaucoup de choses parce que là, ce n'est pas encore assez mature ou on ne sait pas encore de façon générale après avec quel jeu de données on entraîne ces algorithmes. Donc les jeux de données peuvent être justement mal nettoyés, pas complets. Donc c'est encore un petit peu trop neuf comme domaine pour vraiment compter trop là-dessus au niveau automatisation d'analyse. La problématique d'anonymiser les données est là aussi. Donc, les enjeux, non, c'est bon. Les enjeux, c'est donc bien d'élaborer une approche qui est centrée sur les étudiants et donc à ce moment-là, regarder comment on informe bien les étudiants sur que va-t-on faire de leurs données personnelles, d'avoir leur consentement, de s'assurer si jamais il y a effectivement des analyses prédictives qui soient faites, qu'en fait on a des ressources qui comprennent bien quelles peuvent être justement les limitations en fait de ces analyses pour bien les utiliser, et donc de façon générale avoir également à ce moment-là une information et un consentement auprès de ceux pour lesquels on va utiliser leurs données. Et donc, à ce moment-là, vraiment cibler les données relatives à l'apprentissage. Là, je faisais une blague l'autre fois dans une autre conférence pour dire, à partir du moment où on va relever beaucoup, beaucoup de données, nos campus vont être des endroits certainement où il y aura de plus en plus de données sur les étudiants qui vont pouvoir être mises de façon connectée. Si on a les données de la cafétéria, est-ce qu'après, on va vouloir regarder finalement, suivant ce que mangent les étudiants, s'ils réussissent mieux ou non? Peut-être que c'est vraiment à réfléchir avant de faire ces liens-là, donc de vraiment aller voir des données relatives à l'apprentissage. On peut passer à la prochaine slide. Donc, les codes de conduite, c'est vraiment en fait que toute organisation qui va vouloir exploiter, analyser des données pour faire des plans d'action, soit bien en compréhension de ce qu'ils font, qu'il y ait des consentements éclairés de l'étudiant, donc que ça soit un peu plus que justement les apps là où à l'heure actuelle on voit un petite bulle avec un OK qui arrive, mais qu'en fait on explique d'une certaine façon quels sont les besoins et puis les valeurs ajoutées qu'il va pouvoir y avoir justement par rapport à ces analyses de données. Donc, se limiter dans la collecte et les utilisations pour ne pas en faire certaines qui ne sont pas pertinentes. S'assurer qu'on va effectivement donner aux étudiants la possibilité parfois donc, de faire des droits d'accès, des corrections, des retraits, ou s'assurer que si ça n'est pas le cas, à l'avance, il le saurait et qu'il y ait un choix de sa part par rapport à cette piste-là. Et puis, bien sûr, faire que dans nos différents établissements, on ait du personnel qui soit formé pour bien comprendre c'est quoi l'enjeu de la protection des données personnelles, pour s'assurer que justement toutes les questions éthiques qui pourraient y être liées sont bien traitées. Et surtout, si on veut commencer à utiliser des modèles prédictifs, là, en fait, être vraiment, vraiment en compréhension des algorithmes, du domaine ciblé, donc d'avoir une compréhension fine de la pertinence des données qu'on veut utiliser. Les actions, elles sont justement, en fait, c'est comme un plan d'action qui est par rapport à tous ces grands principes, donc de regarder chacun, c'est quoi les données qu'on recueille, combien de temps on les garde, à quoi elles servent, qui c'est qui les regarde au sein de l'institution, si jamais on a des contrats avec des fournisseurs de services de la même façon, pourquoi, qu'est-ce qu'ils en font, où est-ce qu'ils les hébergent, combien de temps ils les gardent,
cette mise en place d'une option de non-consentement potentiellement. Et à ce moment-là, ben, il faut soit retirer, enfin, il faut avoir réfléchi aux pistes d'action que peuvent entraîner le fait qu'un étudiant ne serait pas d'accord justement à cette collecte de données. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui pourrait vraiment faciliter au niveau informatique le fait de mettre tout ça en place, c'est d'avoir comme un mécanisme de fédération d'identité, puisqu'on voit, et de toute façon, ça peut être quelque chose donc, de très intéressant d'avoir ces partenariats publics-privés pour être en mesure aussi d'avoir donc des logiciels intéressants qui soient d'organisations privées. Les fédérations d'identité pourraient permettre à ce moment-là de discriminer les données qui peuvent être partagées justement. Donc, c'est quelque chose au niveau technologique qui peut être vraiment intéressant à regarder au niveau des directions informatiques. Une fois qu'on a justement fait tout son exercice de pourquoi on collecte des données, qu'est-ce qu'on en fait, et mis en place par rapport à nos étudiants les politiques pour cela, ben justement, en fait, plutôt pas mis en place, c'est élaborer, réviser, tester, c'est après avoir analysé tout ça, rédiger tous les documents, tous les politiques, tous les contrats avec les fournisseurs qui assure une utilisation éthique finalement des données, documenter tout ça et donc avoir vraiment finalement ça en tête parce qu'on est dans un monde où les données vont prendre de plus en plus de place et de ce fait, ça devrait finalement être un système d'information pour le respect de la vie privée qui se met en place dans nos établissements. À l'heure actuelle, puis je pense que ça va être justement dans la dernière slide, on voit que c'est des mécanismes qui se mettent au niveau de loi, au niveau européen par exemple. Voilà, donc un exemple de code de conduite, celui que je vous ai mis, c'est celui de l'Open University. Donc là, ils ont justement, et c'est pour ça que c'est très intéressant à aller voir les liens, dans le sens qu'ils ont une brochure d'information de 2 pages qui vont dire à leurs étudiants ben justement les données, qu'est-ce qu'ils en font. Ils ont fait une FAQ pour aussi démystifier certaines questions, vulgariser des choses, bien expliciter leur position. Parfois, il y avait justement des données pour lesquelles les étudiants ne pourraient pas faire de retrait, ben, ils expliquaient pourquoi. Donc c'est là quand on parle finalement de consentement éclairé, c'est qu'on on dit un petit peu toutes les règles qui sont sur ce domaine des données. Voilà, et donc ils ont vraiment développé cette politique pour un usage éthique des données des étudiants pour ce domaine d'analyse de l'apprentissage. Et donc on voit aussi qu'il y a des données qui sont sensibles et d'autres non. Donc on n'a pas nécessairement les mêmes politiques pour ces différents types de données. Évolution, ben, on voit justement que tout le monde se penche là-dessus. Les organismes de normalisation, donc ISO, ont une norme qui est en cours de développement. On voit justement à l'heure actuelle, de toute façon, qu'il y a une tendance à l'ouverture et à la transparence, et certainement ça nous vient peut-être de tout ce qui se passe en intelligence artificielle et la prise de conscience des dérapages potentiels si on ne sait pas bien qu'est-ce que font les algorithmes, si on ne sait pas bien quelles sont les données qui ont entraîné ces prochains robots ou prochains logiciels ou autres. Donc, il y a beaucoup d'institutions et de chercheurs qui veulent que ça soit ouvert et qui veulent que les articles de recherche qui traitent de ces recherches-là soient également ouverts, donc pas derrière un mur payant pour y accéder. Au niveau de l'Europe, donc il y a eu quelque chose de très très important au mois de mai, ça a été donc l'application de ce règlement général sur la protection des données personnelles, qui donc impose à tout établissement de lister les données personnelles qu'ils ont, pourquoi ils les ont, quelles sont les politiques justement autour de ces données, qui c'est qui les regarde, combien de temps ils les regardent, et potentiellement, si ce règlement n'était pas appliqué, les organismes pourraient être sujets à des amendes. Et donc, on voit après que ça a un lien finalement avec le monde entier parce que cette application du RGPD doit aussi être vue si jamais les entreprises ont des ententes avec d'autres pays pour lesquels le RGPD n'existe pas. Donc, ça voudrait dire que quelque part, la protection des données personnelles, ça va être quelque chose donc, qui se mondialise de facto. Et aux États-Unis, on a pu voir un petit peu dans les rapports de tendance qu'il y a quelques années, l'analyse d'apprentissage avec justement toutes ces méthodes prédictives, tout cet adaptive learning était vu avec des dates de tombée assez proches, alors que maintenant, dans les rapports d'Educause ou NMC Oraison, on voit que les cibles sont à nouveau un petit peu plus éloignées, parce que certainement, donc, il y a cette prise de conscience qu'au niveau éthique potentiellement et au niveau encadrement, il y a des choses à faire pour bénéficier au mieux en fait de ces données-là. Voilà, la dernière.
OK, de mon côté, OK, je pense que c'est Pascal en réajustant son casque. Hmm, j'entends toujours pas Pascal. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, Ah, oui, oui, vas-y pour la finale, c'était il est, dommage de manquer ça, vas-y. il était coupé. Désolée, c'est en fait moi qui bouge avec mes, qui appuie sur un bouton sur mon casque. En fait, donc c'est ça. La finale, c'est que vous avez donc des références qui vont vous permettre d'en apprendre un petit peu plus. Une référence justement, je pense que c'est la combienième. Euh, vous la trouverez finalement dans le premier lien, là où il y avait aussi des références complémentaires. C'est le fait aussi qu'on commence au niveau justement des développeurs de logiciels à faire le privacy by design. Donc pour justement, dès le début de la conception d'un logiciel, d'avoir en tête le respect des données personnelles et de pouvoir potentiellement aussi, donc dès le départ, comme insérer des interfaces pour les usagers, pour qu'ils puissent avoir un certain contrôle, justement, une certaine compréhension de comment les données sont utilisées pour pouvoir finalement continuer dans l'utilisation de l'application ou pas. Donc, le design par privacy, pour les développeurs, c'est quelque chose donc, de très intéressant. Voilà, donc j'ai un peu dépassé mon temps, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup pour la présentation. C'était un défi de présenter tout ça, de voir toutes les pistes de préoccupation qu'on doit avoir. Assurément que le principe de transparence a attiré l'attention. Transparence parce que les étudiants, on est plusieurs intervenants ici au post-secondaire, les étudiants à qui on s'adresse ont une conscience qu'on utilise leurs données, assurément pour les aider, les soutenir, mais aussi peut-être pour les catégoriser. Merci beaucoup pour la présentation.